sur le blog qui est indiqué. Donc le sujet ici, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de technologie, hein, je ne connais rien, un tout petit peu. L'Internet, ça m'intéresse beaucoup. Je suis surtout on va dire un spécialiste de marketing. Donc ce à quoi je m'intéresse en général, c'est comment les technologies d'information transforment les stratégies marketing. Et là, ce que je vais évoquer, c'est quel est l'impact ou le non-impact de ce qu'on appelle, de manière pas très juste, le big data. Je vais avoir une acception très large ici du big data, c'est-à-dire pas le point de vue des informaticiens qui serait celui de gérer des bases de données non structurées qui dépassent les échelles communes. S'il fallait présenter un petit peu, oui, peut-être quand même resituer un peu les choses historiquement, ça me permettrait de me situer. Bon, j'ai quand même une bonne expérience de data mining. Traiter des données en marketing et des données importantes, c'est pas une chose récente. Hein. Dans les années 90, on ne parlait pas de CRM, on ne parlait pas de big data, mais on parlait de database marketing. On avait quand même, dans certains endroits en France, notamment à Lille, des entreprises comme La Redoute, qui avaient des fichiers de l'ordre de 20 millions de clients et qui avaient l'intégralité, naturellement, des commandes qui avaient été faites et qu'on s'amusait à analyser, à faire des segmentations, à faire des scoring, donc à faire ce qu'aujourd'hui on appelle du prédictif. Soyons assez clairs, le prédictif c'est quelque chose qui a 30 ans, même 50 ans, et un peu plus. Juste une petite question à la salle, pour savoir à qui je m'adresse. Qui est capable de me donner la définition du test du Qui 2 ? Non, qui peut me le donner, clairement. 1, 2, donc c'est bien, vous êtes dans la moyenne. Avant tout, le big data, c'est des statistiques. Le premier conseil à donner, c'est revenez à des cours de statistiques de base. Après, on peut discuter. Donc, on va voir, parce qu'on évoque pas certaines choses. Dans les années 95, très clairement, c'est la belle époque du web, qui est désormais complètement finie. Hein. C'est mon point de vue. C'est le web encyclopédique, c'est le web Wikipédia, c'est la société plaque, le village global, etc. Terminé ça. Les années 2000, bien sûr, ça a été l'émergence à la fois d'un côté du web marchand, hein, donc la première brutalité qui a été faite à un web démocratique, et puis en même temps l'émergence d'un mot horrible en marketing qui s'appelle le CRM, donc la gestion de la relation client. C'est simplement pour dire qu'on parle de vieilles choses. Hein. On a beau voir dans la presse professionnelle un esprit de révolution. Comme j'ai l'habitude de dire, dès que j'entends le mot révolution, je vois le réactionnaire apparaître. Donc on est sur des vieilles choses, des choses classiques qui avancent très lentement, avec un obstacle majeur qui est la culture des managers et des gens qui l'utilisent. Quand je pose la question du test du Qui 2, quand j'entends parler aujourd'hui systématiquement de machine learning, j'ai franchement peur. 2005, déjà une chose vieille, les médias sociaux, qui commencent à arriver et qui sont complètement à maturité, même s'il y a quelques évolutions, qui apportent en termes de données quand même quelque chose d'assez unique, eh bien, mais qui, d'un point de vue de méthode et d'études, s'est développé au moins depuis les années 90, c'est-à-dire l'analyse des réseaux sociaux, au moins, hein, je donnerai d'autres exemples. Bien sûr, depuis 2010, on est dans la vague de l'Internet orwellien, hein, l'Internet centralisé, celui du cloud et des API, cet Internet complètement fermé. Et puis maintenant, on est très très clairement en train d'entrer à peine dans le monde de l'Internet des objets. Et je vous donnerai mon interprétation, celui du contrôle social, d'un certain nombre de problèmes politiques qui vont être associés au développement de cette technologie. Simplement pour un peu près situer, alors bien sûr aujourd'hui on a un surgissement de méthodes qu'on appelle globalement machine learning. Quelquefois c'est intéressant, très souvent c'est le recyclage de vieilles, très très vieilles techniques. Quelqu'un a déjà entendu parler d'arbre de décision? D'accord? Vous savez de quel âge ça? 1963, c'est mon âge. La première méthode proposée s'appelait AID, Analysis of Interaction Detector, et là de 1963, sur Carl Smith notamment.
Donc, bon, je ne vais pas essayer de démonter systématiquement les choses, mon but, il est simplement de relativiser. Revenons au Big Data. Au Big Data, pas au sens technique, mais au sens d'un processus général de traitement des données, et de données qui, effectivement, prennent de plus en plus de volume, sont accessibles extrêmement rapidement, pour reprendre tous les termes classiques, offrent une variété de formats considérables qui posent quand même un certain nombre de techniques, donc au moins les 3D, volume, vélocité et variété. On pourrait en rajouter un qui est véracité, bon, on en parlera. Pour moi, le problème du Big Data, il se résume à ça. Ça, c'est chez moi, donc j'habite à Biarritz, c'est juste à côté. Et en Daille, il y a une très belle vague qui s'appelle Bellara, qui se produit une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Naturellement, moi, je ne la surfe pas, mais il y a quelques fondus qui veulent être prêts pour y aller. Comment savoir si elle va être là? Derrière, il y a toute une infrastructure extrêmement ancienne, pas du tout geek. Et cette infrastructure, elle est assez simple. Pour pouvoir prévoir cet événement qui arrive une journée tous les 2 ans à peu près, ou les 18 mois, elle est magnifique, elle s'appelle Bellara. On a ça. Ça vient de l'armée américaine, notamment. C'est une cartographie de l'océan et des vagues de l'océan. Bon, je n'ai pas mis à jour les cartes, là c'est un petit peu vieux. Les zones en rose représentent des creux de 6 mètres, en bleu c'est le calme plat, et on est capable, depuis relativement longtemps, de modéliser tout ça. On le modélise comment? On le modélise d'abord par des capteurs. Des capteurs qui apparaissent ici, en tout cas le long des côtes françaises. Donc on a des balises, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui dans le monde du commerce on parle de beacon. En français ça veut dire balise, simplement. C'est exactement la même chose. Donc ces balises enregistrent un certain nombre de données, les transmettent satellites, ça c'est stocké dans certains endroits, traité par des instituts de météo. C'est traité comment? La carte, c'est pas une observation, c'est pas l'observation de ce que donnent les balises, on en est incapable, on ne peut pas tout observer. Le mythe du Big Data qui permettrait de tout savoir, c'est vraiment un mythe naïf. Par contre, c'est une carte qui est obtenue par simulation. Il n'y a pas de Big Data sans modèle. Ça, c'est une chose qui me semble extrêmement importante à dire. Donc là, j'ai fait le minimum. Si vous cherchez le modèle qui permet de calculer la hauteur des vagues, leur vitesse, leur amplitude, donc ce sont des ondes, on retrouve ça dans un document qui fait 130 pages, mais en résumé, l'idée essentielle, elle est réduite en une équation. Pour les ingénieurs qui font de l'hydraulique, de l'aérodynamique, c'est du basique, c'est les équations de Navier-Stokes, qui ont été développées, améliorées, mais sans modèle, on ne pourrait pas traiter les données. On ne pourrait pas produire des simulations. Et on est en plein Big Data, parce que vous imaginez les relevés, je ne sais pas combien il y a de bouées, quelques centaines, en tout cas dans l'Atlantique, qui émettent toutes les quelques minutes un flux d'informations qui correspond à ce qu'on redécouvre aujourd'hui avec les objets connectés. Alors, ce système-là, bien sûr, n'a pas été fait pour les surfeurs, vous le comprenez. Il a été fait d'abord pour les marines de guerre, et ensuite pour les marines marchandes, et pour préserver des capitaux qui sont considérables. Ce qui m'intéresse ici, dans la démarche, alors le modèle s'appelle Watch 3, donc vous voyez, c'est bien avant un certain âge, ses origines sont quand même assez anciennes, tout ça est bien documenté. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, parce que ce qu'on utilise, nous, surfeurs, donc du côté consumer good, au fond, c'est la distribution de cette information, la remise en forme via des visualisations plus ou moins jolies. Alors, je n'ai pas remis à jour mes transparents depuis 2 ans. Aujourd'hui, on a des choses encore plus jolies que ça, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations que ce qui est fourni ici, et qui me permet de savoir qu'effectivement, dans 2 jours ou dans 3 jours, Bellara va fonctionner et que je vais pouvoir aller surfer. Donc au travers de ça, vous avez le résumé de ce qu'on pourrait appeler le Big Data aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement un processus. Alors, processus, je vais aller un petit peu en avant. Le processus, il est simple, c'est une phase de capture des données. Donc la nouveauté aujourd'hui, c'est que cette capture des données est en train d'être généralisée, notamment au travers des objets connectés, dans des volumes et des fréquences qui vont être et qui sont inouïs.
Je parlais de la Redoute qui récoltait les bons de commande, un bon de commande. Bon, dans la distribution, allez, on va prendre la grande distribution. Si vous êtes client, vous avez une carte de fidélité, on va enregistrer une cinquantaine d'actes d'achat. Donc, une cinquantaine, une petite centaine d'articles à chaque acte d'achat. Vous avez 5000 items qui sont enregistrés, un code barre, un montant, un prix, 2-3 attributs autour de la promotion qu'on va pouvoir traiter. Même sur quelques centaines de milliers ou millions de personnes, c'est gros, mais c'est pas encore très très gros. Par contre, un bracelet Fitbit, effectivement, où un enregistrement se ferait de manière constante, mettons toutes les minutes, je vous laisse le soin de calculer le volume de données que ça va représenter. Donc on a un changement quantitatif, mais pas réellement qualitatif. Il y a une deuxième phase, c'est que très clairement ces données-là sont inexploitables de manière directe. Quiconque a traité des données, c'est qu'on passe 80% de son temps à retraiter les données, à les remettre en forme, à les corriger, éventuellement à les rééchantillonner. On verra ensuite qu'il peut y avoir des problèmes qui se passent. Et puis en général, on n'utilise pas les données brutes, on utilise des données qui ont été agrégées, qui ont été stratifiées. Et c'est seulement à la fin de ce traitement, de cette chaîne de traitement, qu'on va commencer à modéliser. Et ça, pour moi, c'est quand même le nœud du problème. Le nœud de la guerre, c'est pas les données, c'est la modélisation. Et avec ces modèles, on peut faire trois grandes choses. Premièrement, simuler comme dans ma carte. Deuxièmement, opérationnaliser, c'est-à-dire injecter ça dans des systèmes de décision. On pourrait avoir, par exemple, des moteurs d'inférence de règles. On va prendre dans le domaine bancaire. Si j'enregistre mes données, que je modélise le risque de mes clients, en fonction de cette modélisation du score client, du score de risque, je vais pouvoir introduire ça dans un moteur d'inférence, un moteur qui va gérer des règles que j'impose, mais des règles aussi empiriques qui auraient été trouvées, pour prendre une décision, à quel prix je vais vendre la carte à monsieur Intel. C'est ça ce qu'on va faire. La nouveauté, c'est que toute cette chaîne, on essaie d'intégrer et qu'on essaie d'automatiser en grande partie ce type d'opération pour individualiser les décisions marketing. Et puis de l'autre côté, alors je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais ça me semble très important, on va diffuser ces informations généralement sous la forme de tableaux de bord, soit directement auprès des consommateurs, soit indirectement auprès des vendeurs, des gens qui sont en front office. Et ce qui au passage pose un problème très important, c'est la capacité de lecture des graphiques et des tableaux de bord par les individus. Là, c'est une affaire humaine, c'est plus une affaire de données, et c'est plus une affaire de technique. Mais quand je pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est un test Wiki 2 et qu'on a en gros une personne sur 100, vous pouvez imaginer que 99% de la population est absolument incapable d'interpréter un graphique ou un tableau de données. Et dans la pratique, je dirais, d'études, quand je vois des chargés d'études, aller au-delà d'un tri à plat ou d'un tri croisé est une chose extrêmement difficile. Donc là, il y a un enjeu qui est important, qui est un enjeu culturel. Le big data ne se développera que si les gens sont formés aux données. Et là, on a un vide magistral, en tout cas dans les écoles de commerce. Voilà pour le processus d'écrire l'objet. Je vais aborder un certain nombre de problèmes qui se posent. Alors juste un petit retour en arrière sur les données, c'est pas très analytique ça. Aujourd'hui, les données, on en a toutes sortes. Il y a effectivement au centre ces données massives qui sont produites par les capteurs. Vous avez ces données qui sont produites par soi dans des esprits, par exemple, de self-quantify. On va avoir les données qui sont produites par des devices qui sont indépendants des êtres humains. C'est les thermostats Nest, par exemple, indépendants plus ou moins, ou ce qu'on est en train d'introduire dans les voitures. Naturellement, on a les open data des grandes bases publiques. Prenez, je parle de voitures. Si on a envie de faire de l'accidentologie, aujourd'hui, le ministère de la Justice publie un tableau très simple, CSV, avec la totalité des accidents qu'on a en France, et les caractéristiques des routes, les caractéristiques de l'accident, etc., qui peuvent être très utiles, notamment pour les assureurs. Donc on a une foule de données, effectivement, ça pose des questions, ça donne des opportunités, ça peut semer le trou. Mais le cœur de mon sujet, on va y arriver, on va arriver au modèle. Avant, je vais passer par une ou deux étapes du processus, notamment poser d'abord le problème de la qualité. Big data ne veut pas dire donner de bonne qualité. Et il faut être absolument en alerte là-dessus. La majorité des données qu'on peut avoir au travers de l'Internet, notamment les réseaux sociaux,
sont totalement pourris. Et vous le savez bien, vous êtes tous sur Facebook. Les informations qui sont mises sur Facebook ne reflètent en rien la réalité des sujets qui y sont membres. Parce qu'on triche. Pour 30% d'entre nous, on sait très bien qu'on triche sur ses profils. On triche sur sa photo qu'on a choisie, on triche sur son âge quand on a moins de 13 ans et quand on en a plus de 5 ans. On triche sur le type d'information qu'on accepte de mettre. Moi, au début de 2005, j'étais sur Facebook. Maximum de gens, je suis monté à presque 5000. Et depuis, chaque fois que je vais sur Facebook, j'élimine des amis. Maintenant, je commence à être à une taille raisonnable, à 600. Mais j'ai aussi changé de stratégie de publication. Avant, je mettais tout. Maintenant, je choisis et je sélectionne ce que j'ai envie de mettre et qui correspond à l'image que j'ai envie de projeter auprès des autres. Donc si vous traitez des données, vous êtes marketeur et vous traitez des données d'un réseau social comme Facebook, qu'est-ce que vous obtenez? En fait, socialement, rien du tout. Vous n'obtenez qu'une analyse des représentations que les gens veulent donner d'eux-mêmes et vous n'avez aucune idée de leur goût véritable derrière. Ça veut dire qu'il ne faut pas remettre en cause les données, mais les questionner pour apporter une couche supplémentaire dans l'analyse, une couche sociale. Quel est le processus de production sociale des données? Sinon, on ne comprendra rien à ce qui soit. Les biais de sélection, je vais vous donner un petit exemple juste après. Ne comptons pas, et là je pense aux objets connectés, tous les problèmes qui sont liés aux séries chronologiques, les phénomènes de censure, c'est-à-dire on commence à observer quelque chose mais on ne sait pas ce qui arrive au-delà d'une certaine période, les problèmes de troncature qui sont à peu près similaires, et tout le problème des interruptions de données. Donc ce qui fait, je vais passer sur certains éléments, que fondamentalement, l'idée même de données brutes, ça n'existe pas. Il n'y a pas de données brutes. Il y a un sociologue, philosophe, Latour, qui dit les données ne sont pas des données, ce sont des rendus. Et c'est une idée extrêmement importante. Sur les biais de sélection, je veux bien aller un peu plus loin, parce que là, on va comprendre sur un truc assez concret le genre de choses qui peut se produire. Pas très longtemps, 1 an, 2 ans, avec une étudiante de master, on a fait une petite étude sur un truc qui s'appelle genre TripAdvisor. Et on a posé des questions aux gens, on leur a demandé combien de fois ils publiaient sur TripAdvisor. C'est ce que vous avez là, les colonnes en grisé, donc ceux qui ne le font qu'une fois et ceux qui le font souvent. Et puis on a posé une seconde question, on a dit pour quelles raisons vous publiez. En gros, les raisons sont résumées à 3 ou 4. 3 en fait. Première raison, la vengeance. On se publie parce qu'on a eu une mauvaise expérience et qu'on veut se venger. Une deuxième raison, la plus générale, j'ai dit égoïsme, c'est plutôt la valorisation de soi. Parce qu'on a le syndrome du faillot dans la classe, ou du premier de la classe qui dit « Monsieur, c'est moi qui vais répondre », pour se montrer aux autres, affirmer sa supériorité. Donc ça, c'est une des principales motivations à publier dans les réseaux sociaux. Au passage, un réseau social, 1,9,90, 1% de gens qui contribuent, 9% qui transmettent et 90% qui ne font rien. Donc le 1% déjà ne représente pas les populations. Et puis la deuxième raison, qui est assez intéressante, c'est l'espérance, c'est la réciprocité. Il y a beaucoup de gens qui publient sur les sites de type TripAdvisor parce que les avis des autres consommateurs les ont aidés à prendre une bonne décision et ils se sentent redevables de participer collectivement à un effort de qualification des hôtels, etc. Donc on a du très humain derrière. Ce que vous voyez de manière évidente dans le graphique, c'est que ceux qui publient très souvent le font parce qu'ils se valorisent et en même temps parce qu'ils ont un sens de la réciprocité. Ceux qui le font moins souvent le font par vengeance. Imaginons qu'ils soient 50-50, pour simplifier les choses. 50% se vengent, 50% le font pour se valoriser et remercier ceux qui les ont aidés. Les seconds mettent du contenu positif, les premiers mettent du contenu négatif. Résultat, vous faites une règle de 3 et vous vous rendez compte qu'on va avoir sur une page TripAdvisor 80% de contenu positif et seulement 20% de contenu négatif. Vous aurez eu un biais gigantesque qui se sera produit entre les opinions individuelles et l'apparence collective d'un discours collectif. Ça, la plupart des sociétés d'études qui s'amusent à faire l'analyse de verbatim n'en tiennent absolument pas compte. Tous les résultats qui viennent d'analyse de réseaux sociaux, pour moi, sont fondamentalement biaisés. Donc il faut prendre en compte ces effets-là. Vous comprenez
mon raisonnement, il ne suffit pas d'avoir collecté des données, il faut comprendre quel a été le processus social de production des données. Je vais vous donner un petit exemple très simple que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps dans une boîte qui n'est pas très loin, près de Grenoble, chez Botanique. Botanique, on s'amuse à regarder dans le système CRM la composition simplement par sexe, homme-femme, j'en trouve 50-50. Ça m'étonne, parce que je sens l'enseigne, j'ai visité l'enseigne, et manifestement, il y a plus de femmes que d'hommes. Quelques mois après, on fait une enquête. On interroge 15 000 personnes. Une enquête sur la base d'un sondage aléatoire, un vrai sondage sur la base de données. Et je demande à ce qu'on redemande le sexe du porteur de la carte. Et là, on croise les deux jeux de données. C'est des toutes petites données, hein, c'est pas du big data, ça. Je croise les deux jeux de données. Je me rends compte qu'effectivement, 95% des femmes déclarées dans la base de carte de fidélité, il y en a près de 800 000, quelque chose comme ça, sont des femmes. Pas de problème. Mais un homme sur deux est une femme. Qu'est-ce qui s'est produit? Une chose très simple. Le stéréotype social, la division des tâches, est toujours là. Donc quand monsieur et madame vont en magasin, madame qui remplit le formulaire va le remplir au nom de son mari qui a la carte de crédit. Voilà ce que j'appelle la production des données. On continue sur d'autres aspects, je ne vais pas me concentrer uniquement sur ça, mais ça permet d'avoir une idée importante. Le big data en statistique, produire des études, ça ne sert à rien. Ça, c'est un petit calcul qui a été fait par quelqu'un qui a exploité la grande base de données des voyages en avion aux États-Unis. C'est un des datasets qui sert à tester les algorithmes. Il a fait un truc très simple, basique, hein, c'est du R. On n'a pas besoin de R pour ça, c'est une régression simple. Régresser tout simplement, alors je ne sais plus, en tout cas une variable sur le nombre de retards. Et là, simplement, il a répété la régression. Ici, N va représenter tout simplement le nombre, la taille de l'échantillon. Donc de quelques-uns, ici, à plus d'1 million d'observations. Et ce que vous avez là, le petit diagramme, ça vous donne tout simplement le paramètre de la pente du modèle de régression. Ben, vous voyez qu'on n'apprend pas grand-chose à interroger beaucoup de données. Dès qu'on arrive à dépasser quelques centaines, c'est la théorie de l'échantillonnage classique, on a obtenu, avec une assez bonne précision, la valeur du paramètre. Alors ça sert à quoi de faire une régression sur 1 million d'observations? Strictement à rien. On va voir que le big data a quand même une utilité. Hein. Je ne veux pas être absolument négatif, je veux surtout donner quelques avertissements. Donc a priori, pour améliorer la connaissance, la taille des données n'a aucune importance. Petite méchanceté sur le DataVis, c'est les mêmes jeux de données. À quoi ça sert de visualiser des données à partir de millions et de millions d'observations? Vous y voyez quelque chose, vous? Moi, rien du tout. On met en relation ici, la couleur indique le retard, en abscisse vous avez les distances, et en ordonnée vous avez la vitesse des avions, et ces données-là ont été calculées à partir de 76 millions de vols. Là, ça commence à devenir big. Mais qu'est-ce qu'on en retire de ça? Vous pouvez passer tout votre temps uniquement des trivialités. Vous allez voir qu'effectivement, en rouge là-haut, on va voir que les vols qui ont le plus de retard sont faits par les avions qui vont à peu près à 800 miles, 500 miles à l'heure, c'est-à-dire les gros porteurs traditionnels, et qui ont parcouru une relativement longue distance. Quelle est la quantité de connaissances qu'on a acquises à partir de 76 millions? Presque rien. J'aurais pris 1000 vols, j'en aurais su autant. Alors, ceci dit, il faut nuancer tout de suite, et la nuance, elle peut apparaître là. Beaucoup de données permettent d'avoir de la granularité. Ce n'est pas un exemple big data, mais ça commence déjà à devenir sympa. C'est des données là que j'ai traitées qui viennent d'une chaîne de distribution en Europe de vêtements. Ils ont à peu près 500 points de vente, c'est pas mal, et dans chacun des points de vente, s'amuse à faire des enquêtes de satisfaction.
Et au lieu de faire un seul modèle de satisfaction, le modèle vous l'avez là-haut, hein, c'est un modèle de régression multiple, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Donc on cherche à expliquer la satisfaction globale en fonction de quelques paramètres. L'évaluation de la qualité du merchandising, l'évaluation de l'étendue de l'offre, l'évaluation de l'amabilité des personnels, l'évaluation des commodités, est-ce qu'on circule facilement ou pas dans le magasin. Donc c'est du classique de chez classique en marketing des services. Et on essaie de simplement, le modèle nous sert à quoi? À savoir sur quel levier il faudrait jouer, quel est l'élément du marketing mix qui a le plus d'influence sur la satisfaction. Mais là, la petite stratégie, juste un petit truc, au lieu de traiter un seul modèle sur l'ensemble des données, comme on a quand même de bonnes capacités de calcul, bah, ça ne coûte rien d'en faire 500. Donc, au lieu de calculer un modèle, j'ai calculé 500 modèles, un pour chaque magasin, ce qui me permet d'obtenir un jeu de paramètres par magasin. Et ce que vous avez ici, c'est la distribution des paramètres à travers les magasins. Et on va se rendre compte, si je prends par exemple ici, alors je vais appeler ça l'élasticité, hein, ce 0,2, 0,3, 0,4 qui est ici, c'est ce qui va correspondre à 1, à 2, à 3, c'est-à-dire au poids d'un facteur constitutif de la satisfaction sur le sentiment global de satisfaction. Est-ce que ce poids est faible ou fort? Là, je me rends compte, il y a des magasins, il est de 0,2, d'autres magasins, il est de 0,6. On va dans un rapport de 1 à 3, rapport relatif. Mais globalement, c'est distribué normalement, une bonne nouvelle, etc. Qu'est-ce que ça m'apporte, ça? Ça m'apporte, donc, ça c'est simplement descriptif, mais ces paramètres-là, je vais pouvoir, dans un deuxième niveau, c'est une sorte de méta-analyse, d'analyse des analyses, essayer de voir si ces paramètres ne sont pas liés à des caractéristiques, notamment des magasins. Et c'est ce que vous avez illustré ici. Et par exemple, je vais en prendre qu'un seul, je vais prendre le cas du merchandising. On va se rendre compte que si je classe mes magasins, mes points de vente entre les grands et les petits, on voit que le poids du paramètre du merchandising a tendance à augmenter, même de manière assez sensible, parce qu'on passe de, je ne vois pas très bien, de 0,02, une valeur très faible, mettons 0,10, à 0,70, 7 fois plus. Ça veut dire que le poids du merchandising est 7 fois plus important dans les petits magasins que dans les grands magasins. Et ça, on le comprend, dans un petit magasin, on ne peut pas mettre beaucoup d'offres. Donc, la tactique commerciale, elle est de mettre en valeur le peu d'offres que l'on a pour pouvoir créer un sentiment de satisfaction et éviter d'avoir un sentiment de pauvreté. Donc là, vous avez quand même cette approche par granularité va permettre de rentrer beaucoup plus finement et beaucoup plus profondément dans la connaissance des processus de décision. Donc vous voyez, là je commence quand même à nuancer les choses. Mais là, on est encore dans les choses simples. Je répète un peu le même argument, le big data, ça permet de faire des trucs fantastiques, ça c'est Twitter. Comment Twitter dans le monde a réagi à l'annonce que les Jeux de 2024 se feraient à Tokyo. Oh, c'est magnifique, hein, ça on en voit plein dans le style infographie. Pour les infographies, j'ai un mot très sympa. Hein. L'infographie est au cancer, ce que les stats sont au big data, enfin plutôt que ce que le big data est aux statistiques. Mais bon, ça c'est une méchanceté gratuite. Mais les infographies sont un cancer des statistiques. Oui, j'en suis persuadé. Elles donnent une belle image, un sentiment esthétique, mais ne permettent aucune compréhension des phénomènes. Et le rôle des données, au travers de la modélisation, c'est de comprendre la nature des phénomènes. Je ne peux pas comprendre cette carte-là si je n'ai pas fait un minimum d'effort théorique, si je ne me suis pas intéressé au processus de diffusion des idées, que je vais résumer ici, juste en une référence. Un vieux modèle qu'on connaît bien en marketing et qu'on connaît bien en communication, qu'on appelle le modèle de Bass, le modèle de diffusion des nouveaux produits de Bass, qui répond à cette équation. Cette équation, elle a un sens relativement précis. Chacun des paramètres dedans a un sens. Le petit thème qui circule, je ne vais pas la décrire complètement, ça décrit un certain potentiel de portance du marché.
Il doit y avoir un P qui va représenter ce qu'on appelle l'influence directe, c'est-à-dire le rôle de la communication des masses médias sur la persuasion, sur le fait de se convertir à un nouveau produit, de se convertir à une idée, et un autre paramètre qui va correspondre au phénomène épidémiologique, au phénomène de l'imitation. Le seul message que je veux donner là, c'est qu'il y a des gens qui, depuis très longtemps, réfléchissent à modéliser des comportements humains, créent des modèles qui ont un sens comme on le fait en physique, et que pour pouvoir exploiter correctement les données, il faut pouvoir maîtriser ce type de modèle pour ensuite simuler et comprendre en quoi un phénomène qu'on observerait, la photo avant, correspond ou non au phénomène que l'on décrit. Alors cette équation, son comportement est là et vous donne la diffusion dans le temps de catégories de gens qu'on appelle les innovateurs et les imitateurs et permettent de saisir la dynamique du marché. Donc les données seules, ce n'est pas suffisant. On a absolument besoin de modèles et de modèles qui décrivent correctement la réalité, une réalité qui pour nous est une réalité sociale. Je poursuis avec maintenant, on va dire, les utilisations plus modernes des données. Et je vais changer de registre. Ici, ce que j'ai voulu démonter un peu, c'est l'illusion de croire que parce qu'on a beaucoup de données, on peut avoir plus d'intelligence. Non. Par contre, en étant idiot, on peut être beaucoup plus efficace. Et c'est là l'intérêt du Big Data. Là, ici, j'illustre simplement quelque chose qui est peut-être employé par certains dans les nouveaux outils du marketing, ce qu'on appelait RTB, ce qu'on appelle aujourd'hui le programmatique, c'est-à-dire l'achat et la vente d'espaces automatiques dans des systèmes d'enchères. Des plateformes qu'on retrouve dans le monde de la publicité, qui prennent une part de marché assez phénoménale et à grande vitesse. Donc avant, on avait des spécialistes du média planning, qui nous faisaient de longues études, qui connaissaient le terrain, mélange d'intuition, de modèles, d'optimisation. Aujourd'hui, on a des robots. Quel type d'algorithme on emploie pour pouvoir optimiser ces campagnes? Alors, une des choses populaires, en tout cas dans les milieux de recherche, est-ce que ça a bien pénétré les milieux de praticiens, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle les modèles BAV, donc les multi-armed bandits. Bandits, c'est les bandits manchots. Donc en fait, si vous voulez, ce type d'algorithme sert à résoudre un problème simple, comment gagner au casino. Pour en avoir une idée, c'est mon image ici, le pool qui est là, vous avez plusieurs machines à sous, tout ce que vous pouvez connaître des machines à sous, c'est l'espérance de gain. Donc quelle est la probabilité, si je mets 10 cents ou 1 euro, de pouvoir gagner une certaine somme? Si on ne connaît rien, si on n'a aucune information, quelle est la bonne tactique? Une tactique naïve, c'est qu'on prend son seau avec ses pièces, on va faire toutes les machines une à une, et on va faire plusieurs fois le tour. Et au fur et à mesure, plus on va mettre de pièces, et plus on va commencer à apprendre, parce qu'on va au moins apprendre une chose, c'est quelle est la probabilité de gagner. Et si vous vous rendez compte qu'une machine a une espérance de gain, donc la probabilité de gagner fois le montant du gain, et si vous observez toute la distribution, eh bien vous allez vous concentrer sur cette machine et vous aurez une petite chance de gagner contre le casino. Eh bien sur les plateformes de RTB, c'est exactement la même chose. Les gains, ce sont les clics. Les machines à sous, ce sont les espaces publicitaires qui sont là disponibles par millions. Et si vous êtes un annonceur et vous voulez, ou une agence et vous voulez optimiser, vous allez placer votre publicité dans tous les supports, vous allez observer les taux de clics, et quand vous avez une fréquence régulière des taux de clics, vous allez concentrer votre action sur les espaces ou le type d'espace qui semble gagner le plus. Ce sera un peu plus compliqué parce que vous ferez des typologies, vous aurez d'autres caractéristiques pour généraliser, parce que là, on n'a pas 10 ou 20 machines, mais des millions de machines. Ce que font les matheux et les informaticiens qui s'intéressent au learning analytics, c'est qu'eux vont chercher à développer des stratégies qui soient plus rapides. Ce que vous avez sur la courbe de droite, c'est une comparaison de 5 algorithmes. Où est-ce qu'il est le naïf? Je pense que voilà, ce que j'ai décrit, c'est la courbe en rouge, c'est-à-dire si on y va au hasard, eh bien on ne va pas apprendre très rapidement et avec un niveau de rendement qui sera faible. Et puis il semble que certains algorithmes ont une capacité à apprendre beaucoup plus forte que les autres, plus fort dans le sens où vous voyez qu'à la fin, ils arrivent tous à peu près au même niveau de performance.
Mais certains algorithmes vont y arriver un peu plus vite que celui que vous voyez. Par exemple, ça c'est un algorithme qui s'appelle Softmax, va être beaucoup plus rapide qu'un très classique qui s'appelle le Epsilon Greedy. Le Epsilon Greedy, c'est une variante de la stratégie que j'ai décrite, mais Greedy pour avide, mais qui va se concentrer d'abord sur les machines qui ont rendu les premières, qui ne va pas les explorer systématiquement. Donc là, on a un autre univers qui n'est pas tout à fait statistique, qui n'est pas le domaine statistique au sens économétrique que j'ai présenté avant, qui est finalement relativement nouveau et qui a un enjeu très important, en tout cas pour le marketing et pour l'automatisation des processus. Et qui, naturellement, demande beaucoup d'observation. Un autre exemple qui me semble assez intéressant de comment les algorithmes et les données peuvent créer de la valeur. Alors c'est l'exemple assez récent de Flickr. Flickr a acheté en 2013, donc il y a 2 ans, une entreprise qui s'appelle Lookflow, qui spécialise du machine learning, certainement, alors je n'ai pas trouvé les détails, certainement de ce qui est un peu à la mode actuellement, qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire des réseaux de neurones à plusieurs couches avec apprentissage. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le domaine de l'application. C'est comment on va exploiter un grand nombre de données pour donner de la valeur à un grand nombre de données. Le grand nombre de données chez Flickr, c'est la base photographique où il y a des millions de photos, mais qui valent rien. Ça vaut tellement rien pour Flickr que Flickr, qui était sur un modèle payant, a finalement abandonné ce modèle payant, en tout cas en grande partie, et vous donne à chacun 1 téraoctet pour stocker vos photos gratuitement. Et leur problème, c'est comment valoriser ce capital de données. Là, c'est du vrai grand big data, ce volume-là. Sauf que c'est inexploitable, parce qu'une photo, elle vaut pourquoi? Elle vaut parce qu'une agence de pub, parce qu'un média veut l'utiliser et éventuellement payer celui qui l'a prise, amateur ou professionnel. Mais pour pouvoir accéder à ces photos, pour ceux qui ont déjà fait l'exercice, les recherches dans Flickr sont d'une tristesse désolante. Vous ne trouvez rien d'intéressant. Et pourquoi on ne trouve rien d'intéressant? Tout simplement parce que les photos ne sont pas taguées. Parce que nous sommes fainéants. On met les photos, on ne met même pas de titre. On ne qualifie pas les photos autour de ça. Et eux, la petite transformation qu'ils ont apportée en achetant Lookflow, c'est de s'amuser à taguer automatiquement maintenant les photos. Alors vous avez vu, Wolfram le fait, on a 3-4 aujourd'hui entreprises qui commencent à développer cette technologie de reconnaissance d'objets dans les photos. Alors là, j'ai pris un exemple personnel, sur un petit échantillon de mes photos personnelles. Vous avez une barre qui vous permet maintenant de voir vos photos par catégorie, mais des catégories qui ont été produites par Flickr et qui reconnaît s'il s'agit d'animaux, alors quelquefois avec des choses étranges. Vous voyez qu'ici, dans cette photo, ce ne sont pas des animaux ou des animaux humains. Là, l'araignée de Bourgeois, qui est au Guggenheim à Bilbao, a été reconnue comme un animal, mais elle a été aussi reconnue comme un élément d'architecture. Donc ces engins-là sont très fiables, très honnêtement aujourd'hui, il ne faut pas les tester, mais permettent déjà de faire quelque chose d'assez intéressant, c'est de pouvoir, alors j'ai mis des tags pour une des photos pour celle-ci, les tags qui apparaissent, ceux qui sont en blanc, sont ceux qui ont été générés automatiquement par Flickr. Et comme Flickr génère automatiquement les tags, ça crée une incitation, même, surtout quand il y a des erreurs, pour que manuellement, on s'amuse à compléter. Ça crée un élément de motivation pour compléter. Et là, on arrive sur un modèle tout à fait intéressant qui va faire que Flickr est en train, seulement maintenant, de constituer une base de données actionnable de photographie qui pourra se vendre. Quand on pense à ce type d'algorithme, attention, il ne donne pas forcément la vérité. On va avoir une certaine efficacité. Vous avez tous reconnu ici ce dont il s'agit. C'est la petite expérience que des petits malins de chez Google se sont amusés à faire sur des photos. C'est-à-dire entraîner des algorithmes de deep learning à ne pas reconnaître ce qui avait été dans la photo, à reconnaître des catégories que eux ont proposées. Les algorithmes sont incapables de découvrir la nature des choses par eux-mêmes.
Ces algorithmes, réseaux de neurones, deep learning, ne font qu'apprendre des catégories qu'on leur propose. Ils leur apprennent parce que le maître dit « ça, c'est un chien, ça, c'est un humain ». Mais quelquefois, ça produit des choses difficiles, hein. Ça produit, et même insupportables. Ça produit cette petite blague qui a circulé, mauvaise blague sur le net, d'associer des visages de personnes noires à des gorilles. C'est pas une blague. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui, dans ce type de processus, s'amuse à glisser et à introduire ce qu'on pourrait appeler des biais, mais projeter ces catégories, par exemple des catégories raciales, les algorithmes vont apprendre eux-mêmes. Et ce qu'ont fait les gens, les ingénieurs de Google avec cet exercice-là, c'était démontrer que les algorithmes peuvent parfaitement délirer si on leur apprend à délirer, à reconnaître des choses qui n'existent pas. Ce qu'ils ont fait systématiquement, c'est de présenter en fait à l'algorithme des photos, lui présenter des choses ressemblantes qui différaient complètement et qui avaient des formes de poissons, d'animaux, d'œils, et de fabriquer comme ça un algorithme imaginaire, enfin pas, l'algorithme n'est pas imaginaire, mais produisant des imaginaires à la géode gauche. Et ça amène à une chose assez intéressante, c'est une idée de politique des algorithmes. C'est que dans les algorithmes, il y a des choix qui peuvent se produire, qui ne relèvent pas de la science ou de la connaissance, mais de l'idéologie ou de la politique. Genre de petit exemple qu'on peut avoir, ça c'est la description simple de ce qu'on appelle un classifier, en anglais un classificateur, hein, c'est le langage du machine learning. En machine learning, ce qu'on cherche à faire, c'est à trouver des fonctions qui séparent des objets. J'ai des plus, j'ai des points, et je vais chercher une fonction, linéaire ou pas, qui me permet de séparer au mieux et de prédire de manière régulière si je sépare ou pas. Mais ce problème de catégorie dépend de la manière dont on a formulé les catégories. S'il n'y avait que des plus et des points, vous me dites, mon modèle ici fonctionne très bien, il se sépare bien. Mais imaginez que j'ai des objets que je n'ai pas voulu classer, qui sont ces points d'interrogation. Là, mon algorithme va les classer quand même. Il va les séparer des points. Parce que j'ai le modèle qui est là, il est de ce côté-là, et on va dire que c'est des plus. Mais sont-ils véritablement des plus? Ça veut dire que l'algorithme, pour fonctionner, il faut lui fournir des catégories qui soient pertinentes a priori. Et là, encore une fois, on en revient, ce n'est pas un travail de mathématicien, ce n'est pas un travail d'informaticien, ce n'est pas un travail de statisticien, c'est un travail qui est un travail commun entre des spécialistes de sciences sociales, entre les informaticiens et les autres. Ce n'est pas un nouveau problème, c'est un très vieux problème qu'on a en statistique. En France, pour catégoriser les gens, on utilise ce qu'on appelle les PCS, professions et catégories sociales. Est-ce que la catégorie cadre et profession intellectuelle, c'est une catégorie qui existe en soi? Pas du tout. C'est une convention sociale. Et il a fallu des mois et des années de discussion entre les gens de l'INSEE, les syndicats, l'État, les statisticiens, les spécialistes, pour arriver à un moment donné à une description relativement fine des professions et des catégories sociales. Est-ce que ces catégories correspondent à un état naturel du monde? La réponse est non. Par contre, le fait d'avoir discuté de ces catégories permet d'arriver à quelque chose qui est objectivable et en même temps acceptable par l'ensemble de la société. Donc aujourd'hui, on a des outils merveilleux par leur rapidité, leur puissance, mais si ces outils-là ne sont pas maîtrisés dans un contexte social plus large, on a des outils qui vont produire des résultats absolument aberrants. C'est ça, hein, le message principal. Je poursuis avec d'autres petites variétés. Faisons un petit peu attention. Alors, le temps passe très très vite. Je ne suis pas assez rapide. Un point qui est important, l'utilisation du big data en marketing, pour moi, se concentre sur un type d'outil aujourd'hui, très clairement, la recommandation. Je vous ai juste donné ici l'article originel où Amazon propose son algorithme, qui est public, hein, au passage, comme le Google Ranks, hein, tout le monde le connaît, hein, l'algorithme fondamental. Ce qu'on ne connaît pas, c'est les paramètres. Et d'ailleurs, et pour Amazon et pour Google, les algorithmes ne sont pas des choses privées inventées par des sociétés
propriété privée, ça appartient à des universitaires qui les ont produits. La recommandation, pour moi, est un des domaines d'application les plus fondamentaux qu'on puisse avoir aujourd'hui. Alors, je passe sur les détails un peu algorithmiques. J'aimerais arriver juste à ça et à l'approche parmi les maîtres des moteurs de recommandation. Il y a certainement Netflix. Ce diagramme, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est eux qui le proposent sur leur blog et qui expliquent leur façon de faire. Et leur façon de faire est assez simple. C'est essai, erreur. C'est une approche extrêmement incrémentale où on s'amuse sur des jeux de données à formuler des hypothèses, à choisir des modèles, à entraîner des modèles, à les tester offline, à les évaluer en termes de résultats et à dire c'est bon ou c'est pas bon, est-ce qu'on doit ou pas reformuler les hypothèses et à recommencer le processus. Quand ils arrivent à un moment donné à un certain résultat, alors simplement on va passer à une implémentation en temps réel, à jouer à fond des méthodes de test AB, et donc les méthodes classiques de l'expérimentation qu'on connaît bien en agronomie et qu'on ferait mieux d'appliquer plus systématiquement en marketing. Hein. Un test AB, hein, c'est simple, hein, c'est un test T de student. J'ai posé la question du T2, donc c'est niveau première année d'économie, hein, test AB. Et encore, généralement, on ne fait pas le test. Et si on voulait les faire sérieusement, eh bien, apprenons à faire des plans expérimentaux pour améliorer la croissance des cochons. Ce qu'on fait en agronomie, c'est exactement la même chose que ce que l'on fait sur les sites web pour améliorer le rendement de ces sites. Il faut la technique en plus. Donc, cette approche incrémentale, moi, me semble importante, une espèce de discipline, d'humilité, d'obstination à faire les choses. Je vais arriver sur la fin, même si je pourrais développer beaucoup. L'aboutissement de tout ça, tous ces efforts, donc vous voyez le déplacement, les données, attention, elles sont délicates, elles sont produites dans pas des mauvaises conditions, mais dans un contexte social, on ne sait jamais à quoi on a affaire. Les algorithmes, ok, mais attention, il faut bien fixer les catégories pour les employer, même si on a la puissance. À quoi ça sert? Ça sert essentiellement aujourd'hui à faire la recommandation de la prescription. Et cette notion de prescription rejoint quelque chose qui est actuellement très à la mode, c'est la notion de nudge, c'est-à-dire comment on peut orienter le comportement des individus pour avoir un meilleur comportement collectif. Bon, si on va être très simple, en haut, vous ne voyez pas très bien, mais c'est une mouche, c'est un sticker. Voilà, ça c'est pour faire que les hommes pissent droit dans les toilettes et éviter que les restaurants, les bars et les hôtels aient à trop nettoyer. Si vous réussissez à faire pisser droit les mecs, vous allez faire des économies sérieuses en nettoyage. C'est ça l'esprit du nudge. Et aujourd'hui, cet esprit du nudge va se traduire essentiellement dans un type de technologie, 2 minutes, on va le faire, on saute, qui sont aujourd'hui, eh bien, nos objets connectés. Les Fitbit, je m'en tape. Les Nest, aucune importance. L'objet lui-même n'a strictement aucune importance. Il en aura uniquement si on réussit à les valoriser. Un petit peu comme les Apple, hein. Quand vous achetez un iPhone, n'oubliez pas, vous donnez sur 100 €, vous donnez 45 € à l'actionnaire. C'est joli, c'est beau, c'est bien designé, mais ça ne sert à rien. Pour 3 fois moins, vous avez exactement la même chose. Ça sert à gagner de l'argent, d'abord. Donc, un objet, si on réussit à faire des objets qui soient jolis, qui aient de la valeur, ils auront un intérêt. Mais vous remarquerez qu'un des premiers acteurs dans le domaine, qui s'appelle Nike, a abandonné la fabrication de son fuel band, tout simplement parce qu'il sait très bien qu'on ne va pas pouvoir vendre ça très très cher. Un objet connecté fitness, ça vaut 10 ou 20 €, pas plus. Ce sont les entreprises d'assurance qui vous les donneront. Ce qui vaut par contre, c'est comment on peut agir sur les comportements. Et pour moi, un objet connecté, c'est essentiellement une boucle de feedback. C'est qu'on observe l'activité d'individu dans sa cuisine, en courant, dans le lit, puisqu'il y a même des objets pour mesurer la performance sexuelle. On stocke tout ça dans des solutions crowdsource de grandes plateformes de données qui se mettent en place. Hein, c'est Apple Hills par exemple. On a des algorithmes qui vont fabriquer des indicateurs et dans lesquels on aura des moteurs de recommandation. Et le tout va se traduire chez l'utilisateur au travers d'informations en feedback, des notifications, des tableaux de bord, des recommandations, du filtrage, enfin différents objets, des systèmes motivationnels que les gens du web appellent la gamification, bon, moi j'appelle ça système motivationnel, qui sont susceptibles d'affecter nos comportements. Et le tout modulé par les caractéristiques de l'individu
et un certain nombre de normes dont on ne sait pas si elles sont propres aux individus ou si elles vont être produites par les acteurs. Vous avez ici l'écosystème motivationnel des objets connectés, l'ensemble des enjeux est là-dessus. Un exemple de ce type d'application que je trouve pas forcément remarquable d'un point de vue professionnel et technique, d'un point de vue politique discutable, c'est très clairement ce qu'on appelle aujourd'hui le PAO du drive. Donc quand Allianz vous propose à ses clients pour l'assurance auto d'installer un petit boîtier TomTom qui enregistre vos comportements et qui permet de vous délivrer une note de qualité de conduite, et qu'il fait en sorte que votre prime d'assurance sera plus ou moins légère selon la qualité de sa conduite, ce que fait en fait Allianz, c'est nudger toute la population de ses clients pour les inciter à prendre moins de risques. Et le bénéfice pour Allianz, ce sera une diminution du coût général de la sinistralité, moyennant une petite conception qui est une baisse de prix. Et là, on arrive au cœur de ce que sont les algorithmes et le big data dans le marketing. Ce ne sont pas des outils qui sont faits pour comprendre, ce sont des outils qui sont faits pour gouverner. C'est presque un mot de conclusion. Je vais m'en tenir là, vous aurez les détails. Juste rappeler, pour l'élément critique et la prise de distance, le type d'effets sociaux que peut avoir ce type d'algorithme. Vous connaissez tous Airbnb. La force de Airbnb, c'est de traiter des données choisies avec intelligence. Une chose fondamentale, c'est de montrer le visage des gens, ce qui permet d'augmenter la confiance et à faciliter l'échange d'appartements. Enfin, ce n'est pas l'échange, mais la location entre particuliers qui ne se connaissent pas. On a eu l'été dernier des économistes de la New York University qui ont analysé les prix pratiques. Ils se sont rendus compte d'une chose absolument formidable, énorme, fantastique. Selon que vous aviez affaire à un loueur noir ou blanc, la différence de prix sur une chambre moyenne de 60 € et de 20 $. Résultat, l'algorithme produit collectivement de la discrimination raciale, en tout cas dans le contexte de New York. Et il va falloir vivre avec ça. Et vivre avec ça, alors ça veut dire, pour les marketeurs, c'est pas abandonné. J'en ai vu encore pas mal, mais je vais simplement me prendre, aller à la conclusion et aller directement au point 4. Ce qui risque de se passer, ce qui va se passer de plus en plus, c'est que la société va demander des comptes à ceux qui produisent des algorithmes. Et que l'intérêt des algorithmes, ce ne sera pas simplement leur performance et leur efficacité, mais la capacité des entreprises qui les emploient à pouvoir les justifier et à justifier des effets secondaires qu'ils provoquent. On va se retrouver, en tout cas les sociétés de l'Internet, pour résumer, qui possèdent des algorithmes puissants, auront à se justifier des effets de leurs outils de la même manière que l'industrie pharmaceutique est obligée de justifier l'équilibre des effets secondaires et des effets principaux avant de mettre sur le marché leurs produits. Voilà, ce sera tout. Je vous remercie.